Vendredi 19 avril 2019, le dernier numéro pour la semaine démarre ainsi. Lecture, tambour, changement climatique, mode vestimentaire, que des sujets passionnants ce soir sur le grand rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Nous démarrons tout de suite avec la météo. Voilà, la carte postale ce soir nous amène à Malanville, dans le département de la Liborie. Bonsoir aux populations de la Liborie. Nous avons 4 rubriques au menu ce soir. Le monde change, le climat aussi, savoir s'adapter, cela s'impose à tous. Qu'est-ce que cela implique pour les jeunes? La réponse est dans Nature et Bien-être. Ce sera avec Roch, Aurélien Kweinou et son invité. L'expert aujourd'hui s'intéresse à la promotion de la lecture. On dit souvent à tort ou à raison que les apprenants ne lisent plus comme avant et pourtant, il suffit de savoir comment les y intéresser. Des débats littéraires, vous vous demandez ce que c'est, eh bien, vous en saurez davantage dans un instant. Il se joue surtout lors des réjouissances populaires avec des variantes de fabrication. Le gangan se retrouve à travers toute l'Afrique de l'Ouest, mais au Bénin, cet instrument est particulièrement apprécié lors de la sortie des Egungun, les revenants. Horizon Culture nous fera vibrer ce soir au rythme de ce tambour. Les fêtes pascales sont déjà là et qui dit fête dit tenue de circonstances. Comment faire le bon choix vestimentaire? Une conseillère en images sera avec nous dans notre salon de beauté sur le grand rendez-vous. Beauté au pluriel, bien évidemment, vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Et ce soir, nous sommes avec Amandine Agnambossou. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, Aniat Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres et je vous retrouve tout juste après, mesdames et messieurs. Eh bien, dans le 19h45, ce soir, nous parlerons du mentorat. C'est un moyen efficace d'acquérir tout un éventail de compétences personnelles et professionnelles. Nous allons également nous intéresser à l'agriculture climato-intelligente. Elle permet d'accroître la productivité agricole tout en renforçant la résilience au changement climatique. Et pour finir, la surdité, une des maladies courantes des oreilles, même si on peut en guérir, la prévenir serait mieux. Voilà, Aniat Bello, le menu du 19h45 de ce soir. Merci à vous, Amandine. Eh bien, on donne rendez-vous aux téléspectateurs à 19h45. En attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer. Nature et Bien-être. Nature et Bien-être ce soir parle de l'implication des jeunes dans la lutte contre les changements climatiques. Mais avant de recevoir notre invité, nous allons suivre ensemble ce reportage qui plante le décor. Il faut accorder du prix à ces différentes variations pluviométriques. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup perçoivent déjà ces effets qui se manifestent sous diverses formes.
Changement climatique, réalité actuelle ou future. Ce thème a été choisi pour clarifier le concept et mettre tout le monde au même niveau d'information. Nous n'arrivons pas à communiquer correctement sur les résultats de recherche. Nous pensons toujours que nous sommes en colloque où il faut utiliser les gros mots scientifiques, la méthodologie compliquée. Or, pour que le commun des mortels comprenne notre message, il faut descendre à un niveau très bas. Il faut véhiculer dans un langage très simple, fluide, qui permettra aux néophytes de comprendre ce que c'est que les changements climatiques et leur impact sur l'environnement. Le dérèglement climatique est causé par l'activité humaine. Ces impacts sont visibles non seulement sur l'agriculture, mais aussi sur la santé humaine. Si l'air est chaud, l'homme acquiert la chaleur de l'air. Et quand l'air est froid, l'homme acquiert la chaleur, n'est-ce pas, donc de l'air qui est froid. Et bien, soit il peut attraper le refroidissement ou bien le réchauffement de son corps. Et ça peut, n'est-ce pas, donc amener à dans son système et l'amener, n'est-ce pas, à avoir l'hyperthermie, par exemple, ou l'hypothermie. De manière indirecte, avec, n'est-ce pas, donc l'humidité forte et la température forte, n'est-ce pas, donc ça développe les germes pathogènes. Nous avons par exemple les anophèles qui se développent quand il fait très chaud et quand, n'est-ce pas, donc il pleut beaucoup. Là donc les mouches se développent, donc l'homme, n'est-ce pas, peut, quand ces moustiques-là, donc peut dans le piquant, donc le palu et il peut tomber malade. À un moment donné, on constate, n'est-ce pas, donc que certaines maladies qui avaient disparu reviennent. La tuberculose revient, la lèpre est en train de revenir petit à petit. Ça, c'est lié effectivement au changement climatique. Nous avons affaire à une agriculture pluviale qui dépend essentiellement de la pluie. Qu'elle tombe, qu'elle ne tombe pas, qu'elle tombe en excès ou qu'elle manque totalement. Donc dans ces conditions, le paysan, de façon empirique, essaie d'adapter son calendrier par rapport à la disponibilité en eau. C'est difficile de plus en plus. Des impacts globaux qui inquiètent, mais il existe des solutions pour mieux s'adapter. En agroclimatologie, on essaye de faire des calendriers agricoles connaissant une certaine durée, 50-60 ans. On voit les fluctuations de la pluie, les fluctuations des vents. On voit quand est-ce que le début de la saison commence de façon habituelle. Et on essaye donc d'imaginer un calendrier agricole propre à telle variété, à telle culture. Et c'est ça qu'on soumet aux paysans. On peut, par un système de barrage, de retenue d'eau, faire en sorte que pendant la pénurie pour l'agriculture, qu'on aille faire l'irrigation, ainsi de suite. Ça, c'est les progrès à venir et dont les paysans rêvent déjà, ils essayent, mais on peut s'appuyer là-dessus. Il faut, n'est-ce pas, donc qu'on développe beaucoup l'alerte précoce. Surtout pour la pluie, qu'on prévoit donc ces pluies-là. Ça, c'est qu'on se dit, à quel moment, n'est-ce pas, il y aura sécheresse. Et qu'on puisse, n'est-ce pas, prévoir ça pour que le paysan qu'on puisse lui dire, attends, fais ci. Et là, ce ne serait pas nous. Donc, ça lié avec les agronomes pour faire ce travail-là. Je crois qu'on pourra donc éviter des hécatombes, des problèmes, n'est-ce pas, donc récurrents qui vont se poser. Le temps de l'inaction est terminé. Tous les acteurs sont appelés à agir afin d'atténuer les effets des changements climatiques. Voilà, et pour pouvoir lutter contre ces changements climatiques, les jeunes sont fortement impliqués. C'est ce que nous dit Roch Aurélien Koinou et son invité. Roch, bonsoir. Bonsoir Aniat Bello. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Je n'ai plus l'habitude de vous recevoir en tant que rubrica. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce soir. Le plaisir est partagé, Aniat. Et comme j'aime souvent le dire, on vient de loin, Roch. Oui, très loin. Ce soir, on parle changement climatique et on reçoit un jeune qui est membre du collectif citoyen pour le climat, Herman Kodjo à Séville. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Avec vous, alors, on parle de l'implication des jeunes. Roch Aurélien, on peut y aller. Oui, justement. Alors, Herman, dites-nous déjà comment vous, jeunes, vous appréhendez le concept de changement climatique. Merci beaucoup. Sincèrement, je viens d'abord à vous remercier pour cette idée et pour de nous avoir invités sur ce plateau parce que qui dit changement climatique est un thème vraiment d'actualité. Et l'avenir, en réalité, elle est, contrairement à ce que les aînés nous font croire, nous jeunes, nous sommes inquiets. Nous sommes sincèrement inquiets de notre avenir. Donc, quand les meilleures personnes, autant pour moi, qui vont parler de changement climatique, c'est exactement nous les jeunes. Et qu'est-ce qui vous inquiète autant dans les changements climatiques? Figurez-vous que, d'ailleurs, je vais l'appeler souvent comme ça, notre leader mondial, elle s'appelle Greta Thunberg. Elle a juste 16 ans, elle est suédoise. Ce qui nous inquiète, elle a souvent l'habitude de discuter de ça devant les parlementaires. Désormais, ce que nous allons manger même, vous allez constater souvent que nous avons des soucis pour
la pluviométrie, les maïs, c'est prévu pour venir à telle période, on n'a pas ça. Ça veut dire que nous sommes menacés par la famine à long terme. Et même de manière générale, la hausse des températures. Vous comprenez, des fois même on se demande, il fait si chaud qu'on a souvent des blagues, on s'en va, on dit mais que celui qui règle la chaleur là-bas, apparemment c'est un stagiaire. Ça veut dire que réellement, nous sentons vraiment qu'il fait vraiment chaud. Donc nous sommes inquiets. Il y a plein d'arguments, plein de conséquences que nous constatons malheureusement par rapport à ça. Et quelle partition voulez-vous jouer en tant que jeune dans ce phénomène de changement climatique? Effectivement, notre partition est que les politiques climatiques, ce n'est pas nous qui les menons, ce sont les dirigeants, ce sont nos aînés, ce sont nos papas. Donc, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de sonner l'alerte, d'informer, de marcher, bien sûr, pacifiquement, de faire valoir, de leur mettre, de montrer à la loupe de tout le monde vraiment ce qui ne va pas, pour que désormais, ils puissent prendre du moins des décisions pour pouvoir amener notre climat au mieux. D'accord, mais quand on parle souvent de lutte contre le changement climatique, on parle de changement également de comportement, parce que pendant longtemps, c'est l'homme aussi qui a été à l'origine. En tant que jeune, est-ce que ce n'est pas aussi le moment de sensibiliser un peu sur de nouveaux comportements? Exactement. Souvent, les analyses ont montré qu'en réalité, pour changer un comportement, ce n'est plus vers les adultes. Les adultes ont déjà vraiment la peau dure. Il n'y a plus rien à faire à leur niveau. Il faut commencer par les enfants. Par les enfants. Là, en grandissant, nos élèves, les écoliers, en grandissant, ils ont maintenant ces comportements vraiment qu'ils pourront pouvoir mettre en place pour changer. Donc, effectivement, c'est vers les jeunes, c'est nous, jeunes, qui devons vraiment porter le message et sensibiliser au maximum. Et c'est ce que nous faisons. Mais on dit aussi que la meilleure éducation se fait par l'exemple. Lorsque l'enfant voit un comportement chez l'adulte, il a tendance à l'imiter. Exactement. Donc vous ne pouvez pas prioriser que les jeunes, il faut aussi travailler sur les adultes. Justement, c'est pour ça que nous avons pensé à une telle marche. Donc une telle marche du moins, c'est parce que effectivement les objectifs de la marche tiennent compte de la sensibilisation vers les adultes. Dans nos objectifs, nous avons même pensé effectivement à la mise en place régulièrement, mise en vigueur régulièrement des lois qui sont votées au Bénin dans le sens de changement climatique. Ça, c'est pour inciter nos aînés. Je prends juste un exemple, l'utilisation des sachets plastiques. Si déjà nous voyons que nos aînés tout le temps utilisent des sachets plastiques, comme vous l'avez dit, les enfants, pour aller acheter, ils vont évidemment demander ça en sachet. Mais si déjà l'aîné change de comportement, ça va naturellement nous influencer. Alors, est-ce qu'une marche suffit pour pouvoir lutter contre les changements climatiques? Justement, une marche ne suffit pas. Mais il faut d'abord quand même commencer par quelque chose. Sinon, si nous restons là, d'ici 2030, vraiment, selon les statistiques, rien n'irait. Vous avez mis en place un collectif, dénommé Collectif Citoyen pour le Climat. Quelles sont les activités que vous menez à part la sensibilisation dont vous avez parlé tout à l'heure et la marche projetée qui a été reportée? Oui, effectivement. Le collectif regroupe environ plus d'une 60aine d'organisations. Nous envisageons les organisations qui partagent les valeurs éco-citoyennes de préservation du climat et nous envisageons réellement attirer l'attention de tout le monde sur ce qui ne va pas actuellement. Nos actions au-delà de la marche consistent à faire, nos jeunes, nous utilisons beaucoup plus les réseaux sociaux. Nous avons lancé une communication digitale chaque jour, chaque matin, à chaque instant, nous passons des messages vraiment poignants pour montrer vraiment qu'il faut que nous prenions conscience. Au-delà de ça, nous avons prévu un plaidoyer. Est-ce que vous avez le retour? Oui, effectivement. Notre page Facebook, d'ailleurs, ne cesse d'augmenter en termes de j'aime. Nous avons également des aînés qui nous appellent pour pouvoir nous accompagner. Bien sûr, nous avons tout fait pour que ça ne soit pas politisé, bien commercialisé. Donc les aînés, souvent, il y en a qui viennent juste dans ces intentions. Nous faisons l'effort de mettre des garde-fous pour ne pas entamer l'image de notre marche. Nous envisageons également faire un plaidoyer que nous irons lire aux autorités dans le cadre de la marche. C'est vrai, ça a été reporté juste pour des raisons sensibles de la période, mais nous allons l'organiser. Quand? Juste après l'élection. Nous avons déjà reçu l'autorisation de la préfecture, mais nous comprenons cela parce que ces derniers temps, il y a un peu de sensibilité. Donc, nous avons, dans le courrier, conseillé de reporter cela juste après les élections. Donc ça va se faire. Mais en attendant, nous n'allons pas rester là à dormir. Nous allons continuer la communication digitale qui est prévue. Nous allons continuer toujours à mobiliser les gens. Et pour le moment, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre marche vers la sensibilisation, vers de nouveaux comportements adoptés face au changement climatique? Exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous comprenez avec nous que quand les aînés nous appellent,
c'est pour vous dire nous allons vous accompagner. Mais l'accompagnement d'un aîné, c'est justement avec un intérêt derrière. Alors, nous ne voulons pas ça. Donc c'est d'ailleurs notre souci, les moyens pour pouvoir effectivement faire la marche. Mais nous avons l'habitude de dire dans la communauté... Vous voulez parler des moyens financiers? Les moyens financiers, les moyens logistiques nécessaires qu'il faut. Mais nous avons l'habitude de dire que si nous allons attendre l'argent, nous n'allons rien faire. Et souvent, nous disons que l'argent n'a pas forcément besoin de l'argent pour faire une telle marche. Je peux chercher mon carton, écrit sur mon carton, et l'autre aussi cherche son carton, on vient, on cherche l'entonnoir, et on fait la marche. C'est d'abord ça, il faut qu'on commence par là. Donc, le défi que nous avons, c'est d'abord, c'est ce que je viens de dire, et aussi le fait que on a besoin d'avoir un répondant pour pouvoir porter le message, effectivement. Je parle des ministères, du cadre de vie des députés à l'Assemblée. C'est ça. Alors, si vous permettez, vous parlez de 60 jeunes dans le collectif citoyen pour le 60 climat. associations. 60 environ. Associations, d'accord. Ça dépasse largement. Ça fait combien de jeunes à peu près? Bon, ça fait déjà au moins 4000. Hein. C'est beaucoup. D'accord. Ouais. On peut donc dire que les jeunes sont vraiment engagés. Fortement. Parce que ça nous concerne effectivement. Il s'agit de notre avenir. D'accord. Mais à la fin, quand vous les prenez au moment où ils vous rejoignent et au moment où on est aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'en tant qu'individu, même en tant que jeunes, ils ont changé? Nous constatons justement que les personnes qui sont de plus en plus concernées par les retours que nous avons, c'est les jeunes. C'est nos enfants, c'est nos écoliers, nos amis qui nous écrivent. Ils ont souvent tendance, nous ont conseillé à la communication déjà de prendre leurs photos et de montrer je marche pour le climat. Donc ça fait des actions qui nous montrent que réellement le message passe bien et ça nous encourage à faire davantage. Merci beaucoup. Et c'est ce que nous faisons ici également. Nous vous encourageons à faire davantage pour faire face efficacement aux effets du changement climatique. Merci Herman Kodjo Assevi. Je rappelle que vous êtes membre du collectif citoyen pour le climat. Agnat Bello, merci à vous aussi. Encore une fois, Herman Kodjo Assevi, membre du collectif citoyen pour le climat. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est fini pour la rubrique Nature et bien-être. Nous passons à présent à la rubrique Expert. Voilà, on parle souvent de promotion de la lecture, mais on ne sait pas qu'il faut aussi prendre en compte les apprenants. Carole Tonouquin, elle l'a compris. Elle est promotrice de débat littéraire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, souvent, quand on parle de lecture, on dit que les apprenants n'aiment plus lire. Est-ce que vous, en tant que personne, ayant parcouru un certain nombre de lycées et écoles, vous avez l'impression que les apprenants sont à la traîne quand on parle de lecture? On peut dire que les apprenants ne lisent pas suffisamment, mais on ne peut pas dire qu'ils ne lisent pas du tout. Même si on dit que les apprenants ne lisent pas, il n'est pas question de les insulter ou de leur jeter la pierre, parce qu'on est dans une société qui n'a pas éduqué les enfants à la lecture. Ce n'est pas comme la musique où depuis qu'on est bébé, on chante, la maman chante pour son bébé. On a grandi dedans. On nous a appris peut-être à nous dresser depuis qu'on avait 4 ans. Mais on ne nous a pas appris à lire. En tout cas, on ne nous a pas tous appris à lire. Voilà, on ne nous a pas acheté les livres à temps. Ce n'est pas comme chez des Blancs où on lit des histoires pour endormir les enfants. Donc la culture, l'éducation déjà fait la différence entre l'élève qui est chez nous et l'élève qui a grandi dans un autre contexte, parce que nous sommes le produit de notre éducation. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne lisent pas, parce que le mois dernier, quand on a fait un numéro du débat littéraire avec ce Gilles Piloun, pour des questions de moyens, les livres qu'on devrait mettre à disposition n'étaient pas là à temps. On a fait ça, on a envoyé les livres une semaine. On a envoyé un roman policier une semaine avant le numéro. Mais il y avait quand même dans ce lot-là des apprenants qui avaient lu le livre dans son intégralité et qui ont participé au débat comme cela se devait. Ils n'avaient même pas pu avoir un exemplaire par tête parce que ça reviendrait trop cher. Voilà. Déjà, parlons un peu de cette initiative-là, des débats littéraires pour intéresser les apprenants à la lecture. Est-ce que pour vous, c'est vraiment ça la solution? Oui. Cette initiative, d'une part, c'est pour intéresser les apprenants à la lecture. D'autre part, c'est aussi pour faire
connaître les auteurs béninois parce que le débat littéraire ne reçoit que des auteurs béninois qui écrivent bien parce qu'on a envie que les élèves lisent pour se cultiver, qu'ils lisent pour se préparer au travail de demain. Donc, c'est pour les auteurs et pour les apprenants. D'accord. Donc, à la fois, les auteurs et les apprenants sont interpellés. Mais comment ça se passe, une séance de débat littéraire? Une séance de débat littéraire, ça se prépare déjà avec le collège avec qui on entre en contact. On envoie une liste à l'avance, les élèves qui doivent participer s'inscrivent. On invite un auteur béninois dont on achète 10 exemplaires du livre, le livre dont il sera question. Et le jour même, on fait une présentation de l'auteur, une présentation de l'ouvrage, on fait la lecture de quelques extraits et les apprenants, et ce n'est pas que pour les apprenants, c'est ouvert au public, mais c'est prioritairement pour eux. Donc, ils viennent, ils ont lu au préalable, ils écoutent ce que les gens ont à dire par rapport au livre, par rapport au contenu, par rapport à l'histoire, par rapport au style d'écriture de l'auteur, ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qui, selon eux, pourrait mieux marcher dans le livre, qu'est-ce qu'ils en ont retenu. Ils discutent, c'est un débat d'égal à égal presque, parce qu'on les prend comme des intellectuels qui viennent donner leur avis par rapport à un sujet qu'est le livre. D'accord. Oui. Mais quand le débat se mène, est-ce que vous avez vraiment l'impression que ces apprenants-là, ils sont engagés dans le débat, ils ont leur idée à développer? Oui, parce qu'ils ont eu au préalable le livre et ils l'ont lu. Donc forcément, c'est comme un film que vous regardez. Quand vous regardez attentivement un film qui vous a plu, à la fin, vous avez votre idée. On se dit peut-être le scénario, vraiment, ici, on n'aurait pas... J'aurais préféré que l'acteur meure à la fin ou plutôt... bien qu'il ne meure pas. Donc, chacun a son idée. Ils participent, ils font de leur mieux. Maintenant, il manque les moyens pour vraiment augmenter peut-être le nombre de livres et accompagner l'initiative. D'accord, mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que ça apporte un plus à ces apprenants-là qui participent à ces débats? Oui, parce que celui qui lit un livre, il ne ressort pas du livre comme il y est entré. Quand vous avez l'habitude de lire, même si c'est une page par jour, c'est comme quelqu'un qui fait une course. Mais ce n'est pas vraiment de la vitesse, mais si tous les jours, vous répétez ce mouvement-là, tous les jours, demain, quand on va vous mettre sur un terrain, vous irez plus vite que celui qui s'est levé de son lit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les prépare mentalement à aller plus vite. Et ce n'est pas pour rien qu'on prend des auteurs béninois, parce que c'est bien de lire. Mais quand on leur propose des auteurs béninois, c'est pour leur dire, il y a quelque chose chez vous. Intellectuellement, vous n'avez rien, n'enviez à personne. Donc, c'est pour leur donner de la confiance en soi, pour qu'ils évoluent, mais qu'ils soient au meilleur de leur forme. Mais je me dis aussi que c'est une façon aussi de susciter des vocations. On aura peut-être de futurs écrivains au sein de ces apprenants-là. Ce serait une bonne guerre pour tout le monde. D'accord, mais à la fin, qu'est-ce que ces apprenants font de ces livres? Le livre reste au sein de l'établissement. Parce que 10 exemplaires, ça ne suffit pas déjà pour 50-60 élèves qui viennent participer. Après, ceux qui n'ont pas pu finir la lecture, ils prennent le livre, ils le prêtent, ils lisent ça. Et d'autres aussi peuvent s'en servir puisque ça reste au sein de l'établissement. Et notre souhait, c'est que ça ne reste pas dans les tiroirs, que la poussière, non. C'est pour donner vie aux activités intellectuelles. Ce n'est pas que de la littérature. Peu importe ce que vous faites, vous avez besoin d'être au point mentalement pour faire ça. Donc, c'est un peu ça. Mais quel est le genre littéraire qui intéresse un peu plus les apprenants? Non, vous savez, les apprenants, c'est des gens qui ont l'esprit ouvert, qui veulent découvrir, qui regardent des films, qui regardent. Donc, il suffit juste que l'histoire soit intéressante et ils sont partenaires. On prend des romans. On a commencé par un roman.
on va faire un recueil de nouvelles. Le numéro passé, c'était avec l'auteur Kansou Wewe Modeste, avec son roman Meurtre à la Pandjari. Les enfants ont beaucoup aimé. Le numéro qui va suivre, c'est le 11 mai. On va recevoir Madame Carmen Toudonou pour son recueil de nouvelles. Carmen Fifronsi Aboki, qui est un livre très intéressant. On reçoit aussi du théâtre, les dramaturges, on les reçoit. On reçoit de la poésie, pourquoi pas, l'essai, pourquoi pas. On prend tout. C'est juste... Tant que c'est intéressant. Oui, tant que c'est intéressant et que ça aide que les enfants soient plus créatifs, c'est bon. D'accord. Alors, vous nous dites que quand on lit un livre, on n'en ressort pas comme on y est entré, mais quand on est auteur aussi et qu'on participe à ce genre de débat littéraire avec des apprenants qui sont parfois plus jeunes que soi, qu'est-ce qu'on y gagne? Ils ont le retour par rapport à leur travail. Ils ont la possibilité de savoir ce que les gens disent, ce que les jeunes pensent de ce qu'ils ont écrit. Comment est-ce que le jeune public a accueilli ça? L'auteur, il sort de son isolement. Il sent qu'il y a des gens dans le pays que ça intéresse, qui ne travaillent pas dans le vide. Donc, il n'y a pas cet auteur-là qui viendrait sur le débat littéraire et à la fin, il serait frustré. Non, un auteur est toujours heureux de voir l'activité qui se déroule autour de son œuvre. Ça lui plaît. Mais comment en êtes-vous venu à proposer des débats littéraires au niveau des lycées? Le débat littéraire, quand ça a commencé en 2017, c'était plutôt pour les journalistes culturels, les auteurs des universités. Ça se faisait uniquement à Artistique Africa, à Agla. Nous avons pris une pause, on se dit, pour vraiment créer une activité, pour donner de l'avenir à cette activité, il faut qu'on aille chercher les jeunes qui ont envie de découvrir et qui ne découvrent pas assez. D'accord. Donc, on est allé vers les collèges et jusque-là, c'est bien accueilli par les collèges eux-mêmes. Nous avons la direction des arts du livre qui fait un travail formidable pour nous accompagner. Donc, ça va. Nous attendons toujours d'autres partenaires pour que la tâche soit un peu plus facile parce que cette fois-ci, ce n'est plus uniquement Artistique Africa, mais c'est un peu partout dans le Bénin. D'accord. Alors, déjà, parlez-nous vous-même, promotrice de débat littéraire, de ce que vous pensez de la lecture. La lecture, c'est comme s'évader. Quand vous commencez un livre, vous découvrez une histoire, on a envie de savoir là où ça part. Moi, je compare souvent le livre à un film. C'est comme Harry Potter. Harry Potter, c'est un livre. Et c'est parce que l'histoire est intéressante que c'est devenu un film. C'est un best-seller terrible. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que nos auteurs aussi pourront faire des best-sellers dans le monde? Est-ce qu'on peut y croire? Il faut d'abord qu'on commence par consommer ce qu'ils produisent ici, chez nous. Parce que quand on vous dit qu'un livre, ça a été un best-seller, c'est un best-seller dans le pays d'abord. Si nous ne lisons pas, si vous ne prenez pas le livre de quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir si c'est un auteur très intéressant ou s'il écrit mal. Je prends l'exemple de Madame Carmen Toudonou. Vous la voyez à la télévision peut-être, mais vous ne savez pas ce qu'elle donne, ce que ça donne quand elle se met à écrire un livre. Voilà. Tant que vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. D'accord, mais est-ce que le style béninois ressort souvent à travers nos livres, les livres produits par des Béninois? Oui. Je prends le livre Meurtre à la Pandjari. Déjà, le titre vous dit que c'est à la Pandjari. Les gens vous parlent de Cotonou, on vous parle de votre vie, des choses que vous pouvez reconnaître. Ça vous parle des réalités de votre pays. C'est vrai, vous vous évadez dans l'histoire et tout, mais c'est encore de votre quotidien qu'on parle. Ça vous donne une certaine satisfaction de voir comment est-ce que les choses qui peuvent paraître banales dans le quotidien, mais peuvent donner des histoires fantastiques et susciter de respect
un peu partout dans le monde, quand la personne prend ce livre-là, la personne va s'en rendre compte. Il faut les lire pour les juger. Il ne faut pas les voir pour dire qu'ils n'écrivent pas bien. D'accord, merci Carole Tonokon. Nous rappelons que vous êtes promotrice de débats littéraires. Avec vous, on s'est intéressé à la promotion de la lecture dans nos lycées et collèges. Ce sera tout pour la rubrique Expert. Nous passons à présent à une autre rubrique. Ce sera beauté au pluriel. Vous le savez, aujourd'hui, c'est déjà vendredi saint. Il faut savoir s'habiller tout au long du week-end et un week-end très long. Notre conseiller en images va nous rejoindre sur ce plateau pour nous dire comment s'habiller pendant la période pascale. Mais on suit d'abord ce petit quelque chose que vous a concocté Fulgencia Rotondi. Le chocolat et les œufs ne sont pas les seules traditions de Pâques. Le port de vêtements neufs en est une. Dans les petites paroisses, il fallait porter des vêtements neufs pour Pâques, particulièrement des vêtements légers. Les couleurs vives remplaçaient les couleurs ternes. Selon certaines croyances, porter un nouveau vêtement le jour de Pâques porterait chance tout le long de l'année. Le dimanche de Pâques est un jour spécial où les chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Dans certains pays, la tenue traditionnelle pour le dimanche de Pâques est un costume pour les hommes et une robe et des bonnets de Pâques pour les femmes. Cependant, il est important de préciser que ce vêtement officiel a été remplacé par des tenues plus décontractées dans de nombreux pays où la fête de Pâques est célébrée. Que vous prévoyez faire une sortie entre amis, aller prier à l'église ou concocter une soirée en amoureux, il faut mettre les chances de son côté pour sortir de l'ordinaire. C'est l'occasion de se mettre sur son 31, d'oser et surtout de se faire plaisir. Il ne s'agit pas de se ruiner ou se travestir, mais de rester fidèle à votre style, d'ajouter quelques détails chics et glamour sur vos tenues. N'hésitez pas à mettre vos belles tenues. Offrez-vous cette fameuse petite robe ou optez pour ce modèle que vous adorez, mais que vous n'osez pas porter. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes donc dans notre salon de beauté sur le grand rendez-vous. C'est beauté au pluriel et Fulgencia Rotondi est déjà là. Fulgencia, bonsoir. Bonsoir Agnès. Comment vous allez? Très bien. Alors ce soir, on parle Pâques, on parle des choix vestimentaires, de ce qu'il faut porter le jour J. Ah oui, vous avez raison. Il faut dire qu'en ce moment, on a la difficulté de choisir des vêtements que ce soit pour une soirée, une promenade ou le dîner en famille. Alors pour cela, nous avons choisi d'inviter une conseillère en images. Elle répond au nom de Madame Dosmith à Roy-Métier, Yadouleton. Roy-Métier. À Roy-Métier, Yadouleton. Voilà, bonsoir Madame. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Une conseillère en images, c'est toujours important d'en avoir. Ah oui, vous avez raison. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a une tenue standard qu'on doit porter pour la fête de Pâques? À mon avis, non. Mais le dimanche de Pâques est un jour spécial pour tous les chrétiens du monde entier. Et comme cela se passe souvent au cours du printemps, les gens choisissent pour la plupart d'opter pour des tenues à motifs floraux, des motifs. Et cela rappelle quand même le printemps, les fleurs qui s'épanouissent, les jardins qui fleurissent et tout. Donc il n'y a pas une tenue appropriée pour la fête de Pâques, non. D'accord. Alors, puisque nous sommes en Afrique, comment est-ce qu'on peut décider de s'habiller le jour-là? Le jour de Pâques, ouais. Nous avons notre ouas. Notre ouas, c'est notre identité. Et on peut décider d'apporer une jolie robe en ouas. Pourquoi pas une tenue traditionnelle comme ça en ouas? C'est ça notre identité et ça révèle d'ailleurs la beauté qui est en nous, la beauté, la simplicité et aussi tout le charme que nous pouvons porter en nous.
Alors, il paraît que pour la fête de Pâques spécialement, il faut coudre des habits neufs pour paraître beau et que ça donne de la chance, ça porterait de la chance. Vous le confirmez? Je le confirme parce que la fête de Pâques, c'est pour la résurrection du Christ. Et quand vous voulez amorcer une résurrection, il faudrait quand même faire du beau, du neuf. Faire du neuf autour de soi, faire du beau. Donc, coudre un nouvel habit ou se faire de nouvelles tenues, pour moi, représente quand même cette résurrection-là. On se fait du neuf autour de soi, on se fait du tout beau, du neuf, c'est une résurrection. Donc il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Alors pour ceux-là qui n'ont pas assez de moyens, est-ce qu'on peut essayer de jongler avec ce qu'on a déjà dans notre garde-robe? Évidemment, tout le monde n'est pas porté sur la tradition. Et quand on parle de renouveler sa garde-robe, c'est aussi une question de moyens. Tout le monde n'a pas ces moyens-là. On peut faire avec ce qu'on a. Vous n'allez quand même pas me dire que toutes les pièces que vous avez dans votre garde-robe ont déjà été portées une fois. Même si c'est une fois, il y en aura quand même qui n'ont pas été assez vues, comme je peux m'exprimer ainsi, qui n'ont pas été assez vues. Donc vous pouvez choisir quand même une de ces pièces-là, de porter une pièce-là pour quand même avoir une belle figure, vous sentir fraîche. D'accord, mais dites-nous, Dosmis, à Roy Métier, il y a les temps, quand on n'a pas les moyens, qu'on a envie d'avoir une nouvelle tenue, parfois on n'a juste pas envie de porter ce qui est déjà dans son armoire et pourtant on n'a pas les moyens. Est-ce qu'il n'y a pas des astuces pour avoir une tenue un peu moins chère et tout? Bien sûr, il y a plein d'astuces. Si vous choisissez de porter par exemple des tenues qui ne sont pas en imprimé, nous avons notre International Marché Missévon qui est à côté, où on peut quand même retrouver des pièces assez jolies, chic, à moins de coût. Il y a aussi, on peut aussi recourir à une couturière, on peut aussi recourir à tant. Il y a quand même tant d'astuces qu'il faut, tant d'astuces. On peut quand même aussi importer des pièces. C'est-à-dire, bon, j'ai des pièces de façon dissociée dans ma garde-robe, mais je peux choisir quand même de les associer, de les achancer pour quand même avoir un nouveau look. Donc ça, c'est autant d'astuces qu'on peut mettre, qu'on peut utiliser pour quand même avoir peau neuve à Pâques. D'accord. Eh bien, si par exemple le samedi, je suis invitée à une soirée, que dois-je faire? D'abord, avant toute chose, quand je suis invitée à une soirée, il faudrait d'abord que je me renseigne sur le style même de la soirée. L'ambiance même annoncée pour cette soirée, c'est-à-dire le thème de la soirée. On ne peut quand même pas se présenter à une soirée sans avoir quand même une idée. Et maintenant, si ce carnaval ne vous a pas été donné, on ne vous a pas donné une idée précise du thème sur lequel portera cette soirée, quand même, moi, ce que je suggère souvent, c'est d'être habillé, bien habillé en toutes circonstances. Bien habillé en toutes circonstances, car vous ne savez pas qui vous voulez rencontrer là-bas, qui seront à la fête, qui sont ceux-là qui seront à la fête, vous ne le savez pas. Donc, en tout lieu, en toutes circonstances, soyez OP, comme j'aime si bien le dire, soyez opérationnel. Voilà. D'accord. Alors, il y a une couleur que vous conseillez particulièrement, en tout cas une couleur qui passe partout et qui fait toujours effet. Vous avez raison, Agnès. Vous savez, lorsqu'on parle de Noël, c'est la couleur rouge, la couleur verte, c'est la couleur blanche. Est-ce qu'il y a une couleur pour la Pâques? Non, il n'y a pas une couleur précise pour la Pâques. Comme à Noël, Pâques aussi se veut être multicolore. La belle preuve, en Occident, les gens décorent leur maison, ils décorent les boutiques, ils décorent leur jardin, un peu comme l'arbre de Noël, comme les gens le font à Noël. Il y a ça qu'il faut. Et même les jardins se parlent de leurs plus belles couleurs, des multicolores. Il y a même les œufs de Pâques. Il y a les œufs de Pâques qui sont souvent décorés, des œufs précuits, décorés, peints en 1000 facettes, en de multiples couleurs. Et ça passe. Donc, il n'y a pas une couleur précise pour la fête de Pâques. Tout comme à Noël, les couleurs sont en fait, c'est la fête des couleurs. Mais je voudrais quand même préciser qu'il y a, comme c'est une fête religieuse, c'est une fête chrétienne, il y a certaines congrégations qui imposent quand même un choix de couleurs. Donc, c'est les adeptes ou bien les membres de cette congrégation-là devront quand même se conformer à cette couleur. Sinon, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait une couleur précise pour la fête de Pâques. Non.
Eh bien, puisqu'on parle de sortie, on ne va pas quand même pas parler des accessoires de mode. C'est indispensable. Absolument. Alors, dites-nous, comment les choisir? Les accessoires peuvent être choisis au choix. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'associer les couleurs. Ok. C'est mon humeur d'aujourd'hui. C'est en fonction des humeurs. C'est mon humeur. Et l'accessoire, moi, je lui ai toujours dit, il faut toujours prioriser les accessoires parce que un look sans accessoires, c'est comme une sauce sans saveur. Elle reste insipide. Vous voyez? Donc, le choix des accessoires peuvent être choisis, peuvent être faits en fonction de l'humeur. On peut choisir de dépareiller ou quand même de faire un agencement de couleurs. Ça dépend. Mais l'agencement de couleurs oblige quand même à choisir une couleur, surtout quand on porte du WAS. Il y a toujours plusieurs couleurs au niveau du WAS. Là, vous avez choisi par exemple de faire ressortir le vert. Vous auriez pu choisir l'orange. Oui, l'orange. L'orange là. Et il faudrait aussi noter que les choix de la colorimétrie, c'est-à-dire l'étude des couleurs, ça intervient souvent dans les conseils en images. Elle est vraiment de mise. On mise beaucoup sur la couleur parce que ce n'est pas toutes les couleurs qui nous vont au teint. Il y a des couleurs qui mettent beaucoup plus en valeur la personne, qui mettent beaucoup plus peut-être les yeux de la personne, le teint, la carnation et tout ça. Donc la couleur est vraiment de mise. Et quand j'ai choisi d'associer ma couleur, mes accessoires, mes boucles d'oreilles à la couleur que vous aurez remarqué que ce vert-là, le vert de mes boucles n'est pas trop prononcé. N'est pas trop prononcé dans la tenue. Donc c'est cette couleur-là qui apparaît le moins que j'ai voulu faire ressortir. Voilà. Alors pour peaufiner son style, il faudrait qu'on parle aussi du maquillage. Il faut savoir se maquiller. Absolument. Il faudrait que ça soit en accord avec le vêtement et le lieu là où on va aller, l'événement. Voilà. Quand on parle de mode, c'est tout un package. C'est du tout en un. Le style, ça va de la tête jusqu'aux pieds, en passant par le bout des ongles, pourquoi pas. Vous voyez? Donc le maquillage vient beaucoup, à une très grande place dans le style. Le maquillage. Et en fonction du lieu où vous allez, en fonction de l'événement et en fonction aussi du moment de la journée auquel vous êtes invité à cet événement, que vous choisissez votre maquillage. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai choisi de mettre du nude. Le nude, et faire ressortir un peu plus mes yeux. J'ai voulu mettre en exergue mes yeux. Voilà un peu. Donc, quand on choisit un maquillage nude, il y a seulement une zone qu'il faudrait mettre en valeur. Je ne peux quand même pas prononcer mon maquillage, les couleurs sur les yeux et en même temps m'attarder sur les lèvres. Les lèvres doivent être vraiment, vraiment nudes et tout pour ne pas quand même verser dans du déguisement. Ne pas en faire trop. Ne pas en faire trop, voilà. D'accord. Vous avez parlé du ton sur ton tout à l'heure. Est-ce que le ton sur ton est conseillé aussi au niveau du maquillage? Le ton sur ton, je ne suis pas maquilleuse, d'accord. Le ton sur ton au niveau du maquillage, pourquoi pas, mais c'est quand même une zone que moi je n'aime pas trop explorer. J'aime souvent dépareiller. J'aime pas faire du ton sur ton en ce qui concerne mon maquillage. Mais là, vous parlez de beaucoup de choses. Là, la dame qui est à la maison et qui nous reçoit se dit, mais tiens, j'ai pas d'expérience en la matière. Comment faire alors? Pour s'habiller, être chic, que faire? Pour s'habiller, être chic, moi je l'ai souvent dit et je vais donner une citation de Da Vinci, Léonard de Vinci, qui dit que la simplicité est la sophistication absolue. En toute chose, il faut choisir d'être simple. La simplicité, c'est la meilleure beauté qui soit. Il faut choisir d'être simple. Voilà. Alors, avant de vous laisser partir, vous allez nous donner des conseils en habillement. Comment harmoniser son look? Comment harmoniser son look? Voilà. L'harmonisation du look passe beaucoup plus d'abord par la morphologie. Quand on parle de look, il y a beaucoup d'éléments techniques qui entrent en ligne de compte. Il y a la morphologie, il y a la colorimétrie et la communication verbale, la communication non verbale aussi. Tout ça là, ça entre en ligne de compte quand on parle de mode. Donc, il va falloir harmoniser tout ça, faire donner un certain équilibre. D'accord, le juste milieu. Le juste milieu pour pouvoir quand même avoir le look parfait. Et
le style parfait. Pour être OP, comme vous aimez le dire. Pour être OP. Quand vous le dites, faites même... On fait la main en plus, d'accord, pour être OP. Voilà. Je crois qu'on est tous OP sur ce plateau. Je crois bien. Comme le dirait le vous êtes belle. Merci. Eh bien, Agnès, vous avez compris, nous sommes à quelques heures de la fête de Pâques. Alors, j'espère que les dames ont quelques astuces, si elles n'ont pas encore choisi de tenue pour les fêtes. D'accord, Fugène Saroutondi, Yasmine Amata, ne vous inquiétez pas, nous avons compris. L'heure du journal, il est sacré. On rejoint Amandine Agnambassou tout de suite après ceci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Accompagner un employé dans le perfectionnement de sa mission, c'est le rôle du mentor. Le mentorat est aujourd'hui très développé dans les entreprises. L'agriculture climato-intelligente, un outil pour atténuer les effets néfastes des changements météorologiques sur la production agricole. Elle permet d'assurer la sécurité alimentaire. La surdité est une des affections les plus courantes des organes de l'ouïe. Ne pas bien entendre ou ne pas entendre du tout, dur à vivre. Un spécialiste revient sur les moyens pour préserver nos oreilles. Pour réussir, il faut des sacrifices et des exemples à suivre. Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience offre sa sagesse dans le but de favoriser le développement d'une autre. Tout le monde a besoin de mentors pour réussir dans la vie. Entre mentor et mentoré, c'est une relation étroite qui favorise le développement de l'un et expose la fierté de l'autre. Louis Koudogbo, Gloria Oni. Le développement personnel et celui des entreprises préoccupent plus d'un. Le recours à l'aide physique ou morale d'une tierce personne plus chevronnée que soi motive et rassure. Un mentor offre son encadrement, mais aussi son expérience pour aider le mentoré à atteindre des résultats qui suscitent admiration. Très basiquement, n'importe qui a besoin d'un mentor. Du moment que vous êtes dans une démarche d'apprentissage et de croissance personnelle, tant individuelle que professionnelle, on a besoin à un moment donné de plus expérimenté que soi. Le plus important, c'est d'identifier celui qui répond à vos valeurs, celui qui répond à votre aspiration et qui se trouve plus ou moins dans les mêmes domaines que vous. Pour révéler le potentiel et accroître le rendement, certains entrepreneurs font appel à des mentors qui les orientent afin d'éviter certaines erreurs. C'est quelqu'un qui nous aide à identifier les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, à identifier les ressources clés vers lesquelles nous pouvons nous rapprocher et qui nous aide en fait à gravir petit à petit les différentes étapes qui nous mènent au succès. J'ai eu avec mon équipe un mentor tunisien qui, avec son expérience dans l'aide au lever de fonds, nous a aidé aujourd'hui à parfaire notre business plan, à parfaire notre plan financier, à être plus aptes à lever des fonds à l'international. Une relation efficace entre un mentor et son mentoré doit se baser sur la confiance. Aussi, le respect mutuel entre les deux s'impose-t-il en amont. Vous conviendrez avec moi que, afin d'apprendre de quelqu'un, il faut pouvoir créer ce lien, cette relation-là nécessaire qui fait que vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre. Tu es obligé de t'abaisser, d'avoir les postures de quelqu'un qui veut apprendre. En effet, les mentorés peuvent tirer profit des connaissances organisationnelles du mentor. Ce dernier peut également être pour eux une source d'information. Un mentor doit s'assurer par la suite que son mentoré a atteint ses objectifs. Mes mentors m'ont permis d'identifier les points de faiblesse de mon produit, m'ont permis d'améliorer déjà un peu et d'établir un chronogramme d'évolution de ce que j'ai à faire pour que le produit se porte bien. Un mentor peut être physique ou virtuel. Il soutient son mentoré en faisant un suivi régulier de ses résultats.
Selon une enquête réalisée en 2017 et publiée sur le site du Figaro, le mentor contribue pour 18% dans la réussite du mentoré. Disposer des produits agricoles à plein temps et pour tous est bien possible à travers l'agriculture climato-intelligente. C'est une forme d'agriculture qui permet de stocker de l'eau afin de l'utiliser pendant la saison sèche et respectueuse de l'environnement. Plus d'explications avec Barnabé Rounkari. Il est au micro de Samson Thiomon et Gloria Oni. Une agriculture climato-intelligente est tout simplement une agriculture qui s'adapte au changement du climat pour rester durable. Comme caractéristique, l'agriculture climato-intelligente est une agriculture qui se fait avec un changement radical dans les modes de gestion des eaux et dans les modes de gestion des sols ainsi que de toutes ressources agricoles pour que l'agriculture désormais cesse d'être une agriculture pluviale et qu'elle soit une agriculture qu'on puisse faire à plein temps pour nourrir la population et protéger notre environnement. La spécificité de l'agriculture climato-intelligente est qu'elle est respectueuse de l'environnement. Elle est une agriculture à plein temps, celle qui peut nourrir, répondre aux besoins de la sécurité alimentaire et en même temps renflouer les caisses de l'État. Cette agriculture se pratique dans un climat où les hommes politiques ou bien les décideurs politiques, ensemble avec les chercheurs, aident les paysans à élaborer des meilleures stratégies pour une agriculture qui puisse tenir compte du temps présent pour mieux supporter. Quand les oreilles sont touchées par la perte ou la diminution notable du son, on parle de surdité. C'est la plus courante et la plus grave des affections des organes de l'ouïe. Enfant ou adulte, elle n'est pas une personne. La prévenir ou la guérir, c'est bien possible. Un médecin spécialiste octorhinolaryngologiste, ORL, revient ici sur le sujet. Louis Kounogbo, Clotaire Aweko. La surdité est la plus courante des affections touchant les organes de l'ouïe que sont les oreilles. Quelles en sont les causes et comment se prémunir? Le médecin spécialiste s'appelait octorhinolaryngologiste, ORL en abrégé, élucide. Les différents degrés de la surdité, ça peut être légère et ça peut être sévère à profonde. Et ça peut être également qu'un bébé naisse avec une surdité profonde qui n'entend rien du tout, qui est dans un silence total. Et si vous êtes dans un silence total, vous ne pouvez même pas développer le langage. Les causes sont différentes. Ça veut dire que ça peut être dans la grossesse de la maman. Ça veut dire une infection de fœtus. Ça peut être également une infection de l'oreille interne. Ça peut être un traitement médical autotoxique. Et ça peut être un simple accident également. Mais il faut dire également que la plupart de la cause, il est encore inconnu. Les différentes possibilités, ça dépend quel degré de surdité que vous avez. Si c'est une surdité légère, ça peut être traité par exemple par une prothèse auditive classique qui est mise derrière l'oreille. Parfois, c'est une simple intervention chirurgicale également à faire. Si vous êtes confronté ou le patient est confronté avec une surdité profonde ou sévère, ça peut être une indication pour l'implant cochléaire. Et l'implant cochléaire peut restaurer votre audition. Ça veut dire un enfant qui est né avec une surdité profonde, avec ces technologies de l'implant cochléaire, peut restaurer l'audition. C'est une oreille bionique qui permet à un enfant qui est né sourd d'entendre de nouveau. Quelques précieux conseils pour la bonne santé de nos organes de l'ouïe. Pour une audition normale, il faut être prudent dans les quotidiens. Ça veut dire que pas écouter la musique forte, pas mettre fort de la musique de petits écouteurs, l'utilisation de portables et également si vous avez une infection de l'oreille, il faut réagir tout de suite. Ça veut dire consulter l'ORL le plus tôt possible. De précieux conseils pour aider à réduire le rang des sourds et des malentendants qui de jour en jour s'élargit. Hors du Bénin, le Nigeria veut émettre une nouvelle obligation de 55 millions de dollars, soit plus de 30 milliards de francs CFA le 24 avril prochain. Une annonce faite par le Bureau de gestion de la dette dans un communiqué. La nouvelle émission devrait arriver à échéance en avril 2049 pour une durée totale de 30 ans. Si aucun détail n'a été donné par rapport au taux d'intérêt de l'obligation, il devrait servir à couvrir les besoins de financement de l'État fédéral pour son
budget. Cette nouvelle opération intervient dans un contexte de hausse des dépenses liées aux infrastructures dans le but de diversifier l'économie nigériane dépendante du pétrole. La campagne nationale de la promotion des droits de la jeunesse a été lancée en Côte d'Ivoire. L'initiative vise à sensibiliser la jeunesse sur ses droits afin de lutter pour sa préservation. Sylvestre Nguesson. Ces jeunes sont venus nombreux pour le lancement officiel de la campagne nationale de promotion de leurs droits. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, invite les jeunes à s'approprier leurs droits à travers la Charte africaine de la jeunesse que la Côte d'Ivoire a ratifiée en 2009. De même, la juriste exhorte les jeunes à être le fer de lance de l'Ivoirien nouveau en participant pleinement au développement de la Côte d'Ivoire. Partant de son exemple, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, appelle les partis politiques au renouvellement des générations avec la promotion des jeunes au sein des instances politiques. Des messages francs renouvelés par Amadou Koné, représentant le Premier ministre. Le conseil que je pourrais donner, c'est de tout faire pour que le droit collectif, le droit des uns et des autres, donc soit préservé, pour qu'à l'intérieur de la collectivité, vous puissiez vous épanouir. Lorsqu'on dit que vous êtes l'avenir du pays, il faut bien comprendre que le pays vous appartient et que c'est vous et personne d'autre qui auriez un jour en charge la gestion de ce pays. En réponse à ces messages, les jeunes s'engagent. On fera le nécessaire en fait pour que cette jeunesse s'approprie ses droits et qu'elle puisse également respecter ses devoirs, parce qu'il ne s'agit pas seulement que de droits, mais également de devoirs. Le gouvernement n'a pas à jouer et nous aussi la jeunesse nous n'a pas à jouer. Donc les deux côtés nous devons mettre tout en œuvre afin que la charte soit respectée. De la protection à l'intégration socio-économique en passant par l'approche culturelle, la Charte africaine de la jeunesse est un cadre juridique d'émancipation des jeunes sur le continent. La campagne nationale ouverte, les jeunes seront formés durant 2 jours sur leurs droits. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Merci à vous aussi, Amandine Agnambassou. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir dans le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous qui se poursuit évidemment et on finit avec la culture, c'est Horizon Culture. Voilà, vous l'avez compris, c'est l'instant culture sur le grand rendez-vous et ce soir, nous nous intéressons à un instrument à multiples fonctions. Il s'agit du gangan. On suit d'abord cet extrait de compile justement que nous a concocté Jennifer Sativi et on se retrouve tout juste après.
Voilà, c'était donc là une compilation de différentes façons de jouer le tam-tam, hein, le gangan. Et nous retrouvons Jennifer Sativi sur ce plateau. Jennifer, bonsoir. Bonsoir Agnès. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Bien, merci. Alors ce soir, on danse sous les rythmes du gangan. Et on est avec David Adeogou. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes percussionniste. Si. Et vous nous accueillez avec quelques rythmes du talking drum. Si. On peut y aller alors. David Adeogou, on n'a pas envie on n'a pas envie de vous laisser, sans cesser de taper, c'est tellement beau, ça emporte tout de suite et on voit que vous êtes inspiré par l'instrument. Mais parlez-nous déjà un peu de ce tam-tam-là que vous jouez. Comment vous avez commencé à vous intéresser au gangan? Merci madame, bonsoir à vous. J'ai commencé cet instrument à bas âge depuis plus de 4 ans. J'accompagnais mon père dans la chorale, dans l'église, dans le temps. D'accord. J'avais commencé à l'âge de 4 ans ou 5 ans. D'accord. Et depuis, vous avez quand même parcouru beaucoup de chemin. Si. Et aujourd'hui, vous avez toujours votre gangan accroché à l'épaule. Si. Pour preuve qu'il vous a fait du bien, Jennifer Sativi. Moi, j'aimerais bien demander, est-ce que tout le monde peut jouer le gangan? Quelles sont les conditions à remplir? Quelles sont les qualités pour bien jouer cet instrument? Tout le monde peut jouer. Seulement que quelqu'un qui veut jouer le talking drum doit connaître d'abord le temps. Le talking drum, c'est le nom modernisé du gangan. Oui. Quelqu'un qui veut jouer le gangan doit connaître le temps et connaître aussi un peu de la musique. D'accord. Oui, tout le monde peut jouer. C'est simple et aussi compliqué. D'accord. Il arrive que certains confondent le gangan à un rythme, alors que ce n'est pas du tout cela. C'est plutôt l'instrument. Donc, parlez-nous un peu des rythmes qu'on joue avec. On peut jouer avec le gangan. Oui, on peut jouer le gangan avec tous les styles. Moi, je peux dire que je peux jouer dans le salsa. Salsa avec le gangan? Oui, avec le gangan. Le high life, juju, kwalongo, le koso. Il y a plein de rythmes qu'on peut jouer avec le talking drum ou avec le gangan. D'accord, mais dans l'extrait que nous avons vu là, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment différents rythmes avec le gangan. Est-ce que tout ce que vous venez de citer, on peut les retrouver déjà dans ces images? Oui, on peut les retrouver. D'accord, mais à quelle occasion on sort le gangan? Le gangan est joué au moment là où il y a la joie. Le gangan est joué là où il y a la joie, dans l'église. Là où il y a cérémonie de baptême ou mariage, le gangan est joué. D'accord, on se rend compte aussi que c'est parfois un instrument cultuel parce que certains s'en servent pour sortir les egungun et tout. Donc, est-ce que c'est pour manifester leur joie ou est-ce que c'est propre au culte? Eux, ils ont choisi leur style. Okay. Oui, moi, je suis chrétien et moi, j'adore mon Dieu avec mon instrument. Donc, eux aussi, c'est une façon d'adorer. Voilà. Voilà, donc on peut dire que c'est un instrument qu'on retrouve aussi sur les lieux de culte. D'accord. Et qu'est-ce qui caractérise le gangan par rapport à d'autres instruments? Oh, merci, madame. Il y a d'abord les faces de talking drum. D'accord. Il y a la peau, la bandure, la bandoulière, et puis les fils. Okay. Les fils où on peut aussi appeler les cordes. Et puis la baguette qui sert à jouer. Moi, je me demande, est-ce que les cordes, là, on peut jouer de ça comme la guitare? Non, pas du tout, c'est juste pour orner. Si. Mais on voit juste souvent... pour valoriser le son. D'accord. C'est pour ça que vous l'utilisez, vous l'employez souvent quand vous voulez jouer. Voilà. Mettez-vous en position pour que les téléspectateurs puissent voir. Vous le touchez comme ça. Ok. D'accord. Ça facilite le rythme. D'accord. Mais on se rend compte aussi que le gangan est joué au Bénin, mais aussi ailleurs, au Nigeria et dans d'autres pays. Donc, racontez-nous un peu l'histoire. Merci, madame. On doit retenir que le gangan est venu du Nigeria. D'accord. Précisément d'Oyo. Donc, c'est les grands aïeux qui ont venu s'installer. Et c'est la guerre qui les a chassés de là-bas
Donc ils se sont venus installer dans des régions. Donc c'est de là qu'ils ont commencé par s'installer petit à petit. Donc le gangan est venu du Nigeria. D'accord, mais on peut dire aussi que c'est un instrument béninois parce qu'on le retrouve chez les Rogbonto, chez les Gong, chez les Yoruba et parfois chez les Fon. Donc c'est devenu, ça s'est adopté avec le temps par les... C'est vrai. D'accord. Oui, mais bon, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des chansons d'inspiration moderne avec le gangan? Oui, si, on compose aussi. Moi je compose aussi avec... Et on peut jouer dans les styles. D'accord. Et quand on joue parfois de cet instrument, on entend parfois des paroles en fond sonore, des petits proverbes là. J'aimerais bien comprendre. Parlez-nous-en. Oui, au fait, le tambour même, c'est des paroles. Tout ce que nous jouons, on doit le dire. J'ai joué quelque chose tout à l'heure. C'est des proverbes. Quelqu'un qui ne comprend pas Yoruba, par exemple, ne peut pas comprendre. C'est quelqu'un qui est dans le jeu qui doit comprendre ce que c'est le tambour même. D'accord. C'est pourquoi vous l'appelez tambour parlant? Voilà. Je me demandais s'il peut arriver que quelqu'un comprenne des paroles rien qu'en écoutant le son. Oui, ceux qui sont du domaine peuvent comprendre. Ceux qui sont du domaine peuvent comprendre, mais pas tout le monde. Ceux qui maîtrisent un peu, il y a des gens, quand tu joues, ils peuvent savoir, ce que tu joues là, c'est ça, c'est ci. Donc il y a des gens comme ça qui déterminent. D'accord, mais est-ce qu'on en fait assez la promotion? Est-ce que les gens s'y intéressent comme il faut? Si, aujourd'hui les gens aiment beaucoup le gangan. C'est aimé partout. Actuellement, je suis en train de former pas mal de personnes dans ça. Donc ils s'y intéressent beaucoup? Si. D'accord, et qu'est-ce qu'on gagnerait par exemple à promouvoir ça, à en faire la promotion au-delà de nos frontières où c'est pas encore connu? Oui, le gangan est un instrument qu'on peut jouer dans toutes les musiques. Et avec le talking drum, avec le gangan, je peux chanter, je peux jouer et les musiciens vont m'accompagner. Je peux jouer, les gens vont m'accompagner. Je peux faire beaucoup de choses avec le talking drum. Le talking drum, c'est un instrument qui est vraiment riche. Okay. Oui. D'accord. Oui. Mais c'est clair, aux différentes cérémonies, on se rend compte parfois qu'on a un seul joueur de tam-tam, de gangan, qui chante et qui fait danser toute une famille, tout le public. Donc c'est possible de n'utiliser que cet instrument-là et de pouvoir faire de la musique. De faire un concert par exemple, ou une grande réjouissance, rien qu'avec ça. Oui. Par exemple, moi j'ai un groupe que si on veut jouer, au moins j'aligne au moins 4 à 5 percussionnistes. Et on fait des thèmes et on joue. Et ça donne. D'accord. Voilà qui est très intéressant. C'est sûr, et on a envie encore d'écouter le tambour parlant. Et cette fois-ci, Agnat va danser. Oui, mais en attendant, moi je veux bien que vous nous parliez un peu de ces proverbes-là. Vous nous jouez un petit rythme et vous nous dites le proverbe qui va avec. Je vais vous le dire en Yoruba. D'accord. Parce que on va traduire. C'est compliqué à traduire en français. Àtúndé Ọlọ́run ò pa mí lẹ́kún àtúndé. Donc ça veut dire Dieu ne m'a pas fait pleurer, je suis encore là. C'est ça, non? Si. D'accord. Je me demande, est-ce que c'est chaque artiste qui invente ou ce sont des proverbes qui sont déjà là et dès qu'on joue, les gens se retrouvent? Il y a des proverbes qui sont déjà là. Il y a des proverbes que les gens créent. Par exemple, moi, j'ai des proverbes que moi-même j'ai créés. Mais est-ce que si je suis du domaine, je maîtrise le gangan, j'entends vos proverbes, je peux déjà savoir ce que vous dites? Oui, un peu, mais pas le tout. Ok. Vous pouvez savoir un peu, mais pas le tout. C'est celui qui a fait sa chose qui peut dire, c'est ça. Il va vous dire, il va vous écrire pour vous dire, c'est ça il a fait. Donc c'est un véritable moyen de communication. Oui, donc vous pouvez traduire une parole avec le tambour. Oui, si. D'accord, Yasmine Damata a envie de danser au son du tam-tam. J'aurais bien aimé que la caméra puisse aller sur elle, mais bon, Jennifer va peut-être le faire aussi. On peut encore écouter un peu de notre tambour. Puisque vous êtes Yoruba, allez-y. Oui, voilà, on veut un rythme Yoruba. De Porto Novo, oui. Et je vais vous donner
Un rythme de Nel Oliver. Oui. D'accord. À vous l'honneur. Jennifer Satimi, je ne danserai pas. Alors là, ça dit quoi? Ça dit awi fún wọn gbani. Bí a bá ń bá ni sọ̀rọ̀, igbó là ń gbọ́ awi fún wọn gbani. D'accord, on va y aller petit à petit. On le leur a dit, ils n'ont pas entendu. Si. Et la suite c'était? Bí a bá ń bá ni sọ̀rọ̀. Ok, quand on parle à quelqu'un, igbó là ń gbọ́. Il faut écouter. Awi fún wọn gbani. On le leur a dit, ils n'ont pas entendu. D'accord. J'espère avoir traduit comme cela se doit, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, hein, c'était un rythme à Horizon Culture sur ce plateau. Jennifer Satimi, si vous avez encore un mot, c'est le moment. Sinon, c'est terminé. Merci beaucoup à David Adiogu d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait danser. Alors, moi, j'ai dansé, je me suis bercée encore dans ma culture. C'était un plaisir, mesdames et messieurs. Nous espérons que vous aussi, vous avez apprécié. Le grand rendez-vous est en train de se terminer. Mais vous savez, hein, c'est obligé de recevoir Adonis Bohon les vendredis. C'est tout de suite ActuWeb. Voilà, Adonis Bohon va nous rejoindre dans un instant et avec lui, on s'intéresse à l'actualité sur la toile. On parle tout de suite de CHAP, le réseau social de l'État français. Adonis Bohon, merci de nous rejoindre. Bonsoir, Nia. Bonsoir, Adonis Bohon. Ne nous influencez pas avec votre voix. Hein. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'information sur la toile. Eh bien, bien. Imaginez un réseau social développé par l'État. On se demande qui auront accès à ce réseau social. Bon, pour me situer, il faut dire que l'État français a sorti le rival de WhatsApp plus sécurisé et mieux surveillé, peut-être. J'aime bien le peut-être, c'est obligatoire. Allez, parlez-nous en plus. L'État français a annoncé le lancement de CHAP, une messagerie instantanée privée visant à remplacer les services externes tels que Telegram ou WhatsApp. Il s'agit d'un projet mené en collaboration avec la jeune pousse New Vector. C'est fonctionné depuis le mercredi 17 avril passé et l'application est disponible sur Play Store et Apple Store. Mais avant d'y avoir accès, il faut avoir un mail en .gouv. Ouais. C'est une façon aussi de faire la promotion de ce point. Ouais, mais bon, attends, le point .gouv, c'est pour l'autorité, le gouvernement de la France, donc c'est normal. Donc, cependant, il est tout de même possible de se connecter à l'application via un lien que va vous envoyer quelqu'un qui a déjà un mail .gouv. D'accord. Actuellement, CHAP permet d'envoyer du texte, des photos, des fichiers, des liens vidéo. Il est possible de discuter avec une ou plusieurs personnes, telles que le font les autres Messenger, Telegram ou Signal. Mais l'application ne dispose pas encore des appels vidéo ou audio, des fonctionnalités qui devraient être ajoutées bientôt. Mais pour ce qui est de la sécurité, l'application a un chiffrement de bout en bout comme WhatsApp. Et celui sur le gâteau, hébergé sur des serveurs appartenant à l'État. Maintenant, je me demande, comme les téléspectateurs aussi, hein, c'est pour plus de sécurité ou c'est beaucoup plus, plus de surveillance? La raison évoquée par l'État, c'est pour éviter le vol des données comme le font les applications qui ont leurs serveurs étrangers comme Facebook, WhatsApp et autres. Maintenant, l'autre chose aussi, comme vous le dites en parlant d'utilisateur, si le bonbon est dans ma chambre, chaque fois que vous voulez venir le prendre, je dois savoir que le bonbon est dans ma chambre. Voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, hein, c'est à chacun son choix. Voilà. Les géants du web bloquent le vote d'une loi qui permet de les assister en justice. Vous utilisez les smartphones. Oui. Surtout les férus du clavier vocal de Google. Vous savez qu'il est possible par certaines applications de pouvoir enregistrer votre voix, d'enregistrer plein de choses que vous dites. Eh bien, l'Internet Association, la plateforme qui représente les géants du web, tels que les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, a réussi à contrer un projet de loi permettant aux utilisateurs d'aller en justice s'ils étaient enregistrés à leur insu par une enceinte vocale. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Hein? C'était un projet de loi dans l'Illinois qui prévoyait que ces citoyens puissent
déposé plainte auprès du procureur. Et cette plainte, si elle s'aboutissait, pouvait avoir des sanctions jusqu'à 50 000 $. Mais l'Internet Association était plus forte. Plus maligne. Bon, je ne dirai pas les autres détails. Ils avaient peur Adonis Bourou, ils avaient peur que les utilisateurs ne gagnent sur eux. Le site Bloomberg a révélé il y a quelques jours que des milliers d'employés d'Amazon avaient eu accès aux interactions sonores des utilisateurs avec l'assistant vocal Alexa. Alexa, c'est un assistant vocal qui vous permet de lui demander plusieurs choses. La météo qu'il fait, vous lui demandez de vous importer ou de vous acheter des choses. Voilà. Voilà. Tout cela en violation totale des règles de confidentialité. Ouais. Donc, ce que vous faites, bien vrai, c'est la facilité, mais... Il faut faire attention. Adonis Bourou, vous le dites toujours, hein, c'est vous-même qui décidez de ce que vous faites sur les réseaux sociaux, mais ce qui est sûr, il faut être prudent. Oui. Un nouveau fait fureur, un nouveau malware. Wow, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. Son nom s'apparente un peu à Thanos. Pour ceux qui connaissent. Marvel. Couton, il va être content de savoir qu'il y a un virus qui s'appelle Thanos. Non, c'est pas Thanos, c'est Skranos, lui. Ah, ok. Diffusé sous la forme d'un cheval de Troie, Skranos est doté d'une impressionnante plateforme modulaire qui lui permet de faire feu de tout bois. Il vole des données, il récupère vos comptes en ligne, il fait des injections de publicité, beaucoup de choses. Ce malware assez élaboré et effrayant vient d'apparaître sur le radar des chercheurs en sécurité de Bitdefender Labs. Ils l'ont baptisé Skranos. Il se diffuse par l'intermédiaire des logiciels Windows divers et variés, lecteurs vidéo, e-book, logiciels de sécurité, drivers et autres. Pour ceux qui sont férus des mais c'est tout ce qu'on utilise, e-book et tout ça, on lit en ligne aujourd'hui, on fait de la lecture en ligne et tout. Mais est-ce qu'avec les antivirus habituels qu'on a, déjà on est protégé? Non, pas forcément. Il faut souligner qu'il vient d'apparaître. Il faut installer, je vous dis comment ça se passe. Une fois installé, le cheval de Troie a d'abord développé une série de fichiers qui vont faire la collecte des cookies de vos navigateurs et autres. C'est là où il y a vos identifiants, vos mots de passe, des sections sur le truc là, que les comptes Facebook, Amazon, YouTube et autres. Puis maintenant, il procède à désactiver votre antivirus. Dès qu'il désactive votre antivirus, bon, vous êtes fragile. La voie est ouverte à toutes les choses. Donc c'est ça. Et en même temps, il injecte un script qui permet de se détruire. Et il programme en même temps son auto-alimentation dès votre prochaine ouverture de session. Adonis Bourou, c'est vraiment malveillant, hein? J'aime bien le mot. C'est Skranos. Il est aussi fort que Thanos et Avengers. Facebook a importé des millions de contacts sans autorisation. Oui, le réseau social a rapatrié les adresses mail de plus d'1,5 million d'utilisateurs sans leur consentement et depuis mai 2016. C'est Business Insider qui nous révèle que Facebook l'a importé de manière fortuite. Cette révélation intervient quelques semaines après que Facebook ait demandé aux nouveaux inscrits de fournir le mot de passe de leur boîte mail avant de vérifier leur identité. C'est une collecte involontaire de ces données qui durait depuis mai 2016. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, dès que vous vous inscrivez sur Facebook, parfois vous allez avoir une boîte qui vous demande d'importer vos contacts sur tout là. Sur certaines plateformes, ils vous le demandent, mais Facebook le fait sans votre consentement. Il importe tous vos contacts. À votre insu, sans insu. que vous ne l'autorisiez. Alors, vous savez que je peux vous croiser tout de suite et dans la seconde qui suit, je vois ajouter contre ami. Oui, mais c'est vrai en plus. On se demande comment il fait pour savoir que... En fait, Facebook a accès à votre vidéo, à votre caméra, à votre son, à votre système de localisation et autres. De telle façon à ce que quand il réagit, il sent une autre application Facebook à côté d'elle, il commence à communiquer, ils échangent les données. Attends, mais il contrôle carrément votre téléphone, hein, Facebook. Vous avez toujours le choix. On a toujours le choix. Se désabonner, par exemple. Le premier épisode de GOT piraté en 24 heures. Oui. Peut-être que vous êtes une férue de Game of Thrones. Ouais. Malheureusement, pour me pardonner, je n'ai jamais regardé, je ne regarderai pas. Vous faites partie d'un 1%, comme on le dit souvent. Voilà. Le premier épisode de la saison 8 a été piraté 55 millions de fois en moins de 24 heures. Mais c'est pas notre faute, ils ont maintenu le suspense, Adonis Bourou. En à peine 24 heures, l'épisode 1 de la saison 8, 55 millions de fois. C'est un record qui explose les 17,4 millions de téléspectateurs Lego plutôt.
D'accord. Donc, vous, les illégaux de 55 millions, vous avez supplanté. Adonis Bohou, mais bon, c'est l'engouement aussi autour de la série. Oui, mais ça prouve que tout le monde était intéressé. Oui, pas tout le monde. Pour situer les contextes. Après 20 mois d'attente, c'est normal que le premier épisode a généré cela. Mais bon, selon le cabinet britannique, spécialisé dans le piratage numérique, le nombre de téléchargements pirates s'élève à 4 261 910 dans le monde entier, soit 17% en streaming illégal. Mais imaginez un peu si ça avait été payant et que tout cela avait payé, ça contribuerait à agrandir la fortune de celui qui a créé Game Mais of oui, Thrones. il faut savoir que GOT est une série avec plein de suspense, mais qui a généré assez de revenus. D'accord. Je vous donne juste 2 pays qui ont régné en maître en matière de piratage. Le Bénin n'est pas dedans, en tout cas. On vous écoute. Vous avez l'Inde et la Chine qui comptabilisent chacun 10 et 5 millions de piratage, suivi des États-Unis 4 millions. Ouais. Comme je vous le disais, le Bénin n'était pas dedans. Mais l'Afrique pourrait être dedans. On attend les chiffres de l'Afrique. En attendant, on parle de celui qui a détruit une 50aine d'ordinateurs avec sa clé. Oui, c'est un étudiant à MBA à New York qui, avec sa clé USB killer, a détruit 59 PC Windows et 7 ordinateurs Mac installés dans les scènes informatiques de son établissement, ce qui représente un dommage financier de 58 471 $. Il risque 10 ans et une peine de 50 000 $ d'amende. Waouh, mais est-ce qu'il avait fait exprès à Oui, il a fait exprès parce que quand il l'a fait, il suffisait qu'il introduise la clé avec un script qui endommageait directement votre carte mère. Donc, automatiquement, dès qu'il met la clé, votre ordinateur, il a grillé. Vous le perdez. Oui, et en voulant le faire, il s'est filmé. Ah d'accord, donc on a la preuve qu'il savait ce qu'il faisait. Voilà, donc, après cela, il s'est rendu coupable, il s'est rendu coupable de cela. Donc, il faut souligner qu'il avait déjà eu un autre qui avait fait cela aussi en 2016, mais lui, il a fait 88 ordinateurs. Ah d'accord, donc le chiffre a baissé. Adonis Bohou, ce sera tout? Tout. Ce sera tout alors pour l'information sur la toile. Juste une seule chose, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques de la part d'Adonis Bohou et de la part de tout le monde sur le grand rendez-vous. Et surtout, sachez ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous avez toujours le choix. Vous le dites toujours, hein, c'est toujours votre mot de conclusion. Il faut se protéger, on ne le dira jamais assez. Le grand rendez-vous est en train de s'acheminer vers sa fin. On fait le rappel de la météo ensemble.
Voilà, merci à vous, mesdames et messieurs, surtout à vous qui avez été avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission. Vous le savez, dorénavant, c'est, comment dirais-je, hein, c'est une habitude entre vous et nous. Notre instant citation, la citation ce soir est de Victor Hugo et elle dit ceci: lire, c'est voyager, voyager, c'est lire. Lire, c'est voyager, voyager, c'est lire. Et merci d'avoir été, d'avoir fait partie de ce voyage pour le dernier numéro du Grand Rendez-vous de cette semaine. Je vous retrouve encore semaine prochaine si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end pascal.